L'après-midi chaud des Pouilles était dense de l'odeur de la terre sèche, du romarin sauvage qui poussait spontanément entre les pierres et d'une paix fragile, presque contre nature, qui ne semblait qu'une trêve avant la tempête. Dans la grande Masseria, une ancienne ferme fortifiée et rénovée avec un luxe presque brutal qui contrastait avec l'âme ancienne de ses murs, l'atmosphère était tendue comme la corde d'un violon. Alessandro Conti, le propriétaire milliardaire, tentait désespérément d'ignorer la guerre froide qui se livrait silencieusement sous ses yeux chaque jour. D'un côté, sa splendide et jeune fiancée, Isabella Moretti, une citadine transplantée à la campagne, qui se déplaçait dans ce monde rural avec le malaise et le mépris d'une panthère contrainte dans une cage trop petite. De l'autre, Sofia Rossi, la gouvernante, une femme de la terre, dont les yeux sages et silencieux jugeaient chaque mouvement, chaque parole, chaque faux sourire de la future maîtresse des lieux. Au centre de cette dispute, inconscient et innocent, se trouvait le petit Léo, le fils d'un an d'Alessandro, qui dormait paisiblement dans sa poussette à l'ombre d'un olivier séculaire, un arbre qui avait vu plus d'histoire qu'eux tous réunis. Le contraste était saisissant, presque douloureux, le calme authentique et intemporel de la nature environnante contre la fausseté et le conflit qui empoisonnaient l'air à l'intérieur de ces épais murs de pierre. Sofia Rossi, à 40 ans, était aussi solide et enracinée que les oliviers qui entourèrent la propriété, une figure quasi matriarcale dans cette maison. Sa peau était bronzée par le soleil d'une vie, ses mains fortes et capables de soigner aussi bien les plantes que les gens, ses yeux reflétaient la sagesse patiente de la terre, une connaissance qui ne s'apprend pas dans les livres. Elle était dans cette masseria avant même qu'Alessandro ne l'achète, un morceau du paysage, une âme du lieu qui en connaissait tous les secrets. Elle aimait profondément la défunte épouse d'Alessandro, une femme douce qui, comme elle, avait un respect quasi religieux pour la nature, pour les saisons et pour les traditions locales. Maintenant, elle voyait la nouvelle fiancée, Isabella, non pas comme une personne, mais comme une maladie, un fléau artificiel venu de la ville pour contaminer la paix de cette maison avec ses manières superficielles et ses prétentions absurdes, et surtout pour menacer le bien-être du petit Léo, le dernier lien, vivant avec la femme qu'elle avait tant aimée et respectée comme une amie et une sœur. Elle ne lui faisait pas confiance, et son instinct, affiné par une vie au contact de la nature, lui hurlait qu'une obscurité profonde et dangereuse se cachait derrière ce sourire parfait et ses yeux vides. Isabella Moretti, à 30 ans, était une œuvre d'art déplacée, une fleur de serre dans un champ de blé. Elle portait des robes de soie légères et des talons aiguilles qui s'enfonçaient dans la terre battue, complètement inadaptée aux sentiers poussiéreux de la campagne des Pouilles. Elle était l'image de la sophistication urbaine, mais son visage, quand elle pensait ne pas être observée, montrait un mépris constant et profond pour tout ce qui était rural, authentique, sale. Elle aspirait à la sécurité et au prestige de l'immense fortune d'Alessandro, mais elle détestait de tout son être le lieu et les gens qu'il aimait. Elle voyait le petit Léo, le fils d'un an, non seulement comme un rival, agaçant pour l'héritage, un obstacle sur son chemin vers le contrôle total, mais comme le symbole vivant de sa prison dans cet environnement qu'elle haïssait, un lien charnel qui la liait à cette terre et à ce passé qui ne lui appartenait pas. Chaque sourire qu'elle adressait à l'enfant était un mensonge soigneusement étudié, chaque caresse un calcul froid, un pas de plus dans son jeu de conquête. Alessandro Conti, à 45 ans, était un homme qui avait bâti un empire à partir de rien, un homme qui avait fait fortune avec la technologie, avec l'énergie durable, mais qui cherchait maintenant refuge et authenticité dans un retour à la terre, dans le lieu où sa femme avait été le plus heureuse, dans une tentative désespérée de garder son souvenir vivant. C'était un homme logique, habitué à résoudre les problèmes, mais le deuil l'avait rendu émotionnellement aveugle, vulnérable. Il était complètement épris de la beauté éblouissante et du charme caméléon d'Isabella, croyant naïvement qu'il pourrait la convertir à son style de vie, qu'il pourrait lui apprendre à aimer la campagne comme il l'aimait. Les plaintes constantes de Sofia, ses avertissements voilés et silencieux, ne faisaient que l'irriter profondément. Il les interprétait comme la résistance au changement d'une vieille employée, comme une forme de jalousie possessive envers la nouvelle maîtresse des lieux. Il ne comprenait pas que ce n'était pas de la jalousie, mais un instinct de protection désespéré et inécouté, une alarme qui sonnait dans le vide. La tension accumulée pendant des semaines comme les nuages d'un orage d'été
explosa en cet après-midi chaud et immobile. La famille était réunie dans le grand patio en pierre, près d'un ancien puits qui avait été sécurisé par une lourde grille en fer. Le petit Léo dormait paisiblement dans sa poussette, bercé par le chant des cigales. Isabella, ennuyée et irritée par le bourdonnement des insectes et l'odeur de la terre, décida de lancer une provocation, un petit acte de cruauté gratuite pour affirmer son pouvoir et humilier sa rivale. Elle prit l'ours en peluche préféré de Léo, un vieux jouet un peu usé qui portait encore l'odeur de sa défunte mère, et d'un geste de mépris ostentatoire, le jeta par terre dans la poussière blanche et fine de la cour, comme s'il s'agissait d'une ordure. « Regarde, Sofia », dit-elle à voix haute, d'un ton moqueur, en s'assurant qu'elle et Alessandro entendent parfaitement. « Voilà ce que je pense de ton monde rustique bien-aimé et poétique. C'est sale, plein de poussière, de germes et d'insectes. » Puis, avec un sourire cruel qu'elle n'essaya même pas de cacher, elle ajouta l'ordre qui était le véritable but de cette mise en scène. « Maintenant, nettoie-le, ramasse-le. » L'humiliation fut totale, publique, calculée. Elle ne lui demandait pas seulement de faire son travail, elle la forçait à un acte de soumission, la traitant comme si elle était inférieure, comme si elle était aussi sale, que la terre qu'elle foulait et qu'elle aimait. Alessandro, mal à l'aise et embarrassé, ne dit rien, piégé entre la loyauté due à sa future femme et le respect qu'il éprouvait, au fond, pour sa gouvernante de toujours. Son silence fut une approbation tacite, un coup de poignard pour Sofia. Alors que Sofia, le visage impassible et le cœur brûlant de colère et d'humiliation, se penchait pour ramasser le jouet profané, la nature elle-même sembla réagir à cet acte d'arrogance, à cette violation d'un ordre non écrit. Un bourdonnement bas et menaçant, presque un grognement, commença à s'élever d'un coin du patio où, entre les fissures d'un vieux mur de pierre sèche couvert de câpres, un nid de guêpes avait été dérangé par la chaleur étouffante et les vibrations. Sofia, avec son instinct affiné par une vie passée à l'extérieur, se figea instantanément. Elle reconnut ce son. Elle savait ce que cela signifiait. Les guêpes, agitées, devenaient agressives, territoriales. Et leur nid était à moins de 2 mètres de la poussette où Léo dormait, ignorant tout. Le danger était immédiat, silencieux et potentiellement mortel. Isabella, voyant les premières guêpes s'envoler comme des sentinelles, poussa un cri aigu, un son d'actrice qu'elle connaissait bien. « Oh mon Dieu, les insectes, quelle horreur! Je t'avais bien dit que cet endroit était sauvage !» hurla-t-elle. Mais sa peur n'était pas pour l'enfant. C'était seulement le dégoût et l'inquiétude égoïste pour elle-même. Sans une seconde pensée pour Léo, sans même un regard vers la poussette, elle recula rapidement, presque en courant, cherchant refuge à l'intérieur de la maison, mettant le plus de distance possible entre sa peau parfaite et le danger. Elle laissa la poussette complètement exposée, une cible immobile. Alessandro, qui se trouvait à quelques mètres de là, se figea un instant, paralysé par l'incertitude, son cerveau calculant les options. Il savait que tout mouvement brusque, tout bruit fort, pourrait déclencher une attaque massive de l'essaim désormais furieux. Mais Sofia n'hésita pas, pas une fraction de seconde. À cet instant, elle n'était plus la domestique humiliée, la femme contrainte de baisser la tête. Elle était une protectrice, une mère, une lionne. D'un bond fulgurant que personne ne lui aurait attribué, elle courut vers la poussette. Elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement la saisir et s'enfuir. Le mouvement aurait certainement déchaîné l'enfer. Elle fit la seule chose, incroyable qu'elle pouvait faire pour protéger l'enfant à tout prix, un geste de pur instinct sacrificiel. Elle se jeta littéralement sur la poussette, la recouvrant entièrement de son propre corps, utilisant son dos, ses bras, sa tête comme un bouclier humain contre les guêpes enragées qui s'élevaient maintenant en un nuage noir et bourdonnant. Alessandro observa la scène, paralysé par l'horreur et par une admiration si profonde qu'elle lui fit mal. L'essaim, provoqué par le mouvement soudain de Sofia, se jeta sur elle avec une fureur aveugle. Les guêpes se glissèrent sous ses vêtements, sur sa peau exposée du cou et des bras, la piquant des dizaines de fois en quelques secondes. Mais elle ne cria pas, elle ne bougea pas d'1 millimètre. Elle resta immobile, une pierre, un roc, supportant les piqûres douloureuses et brûlantes dans un silence absolu, presque surnaturel, pour ne pas réveiller, pour ne pas effrayer l'enfant qui dormait, protégé et ignorant, sous elle. Cette image, si brutale et si puissante, déchira le voile des yeux d'Alessandro. La vision de cette humble femme se sacrifiant,
supportant la douleur en silence pour protéger son fils, tandis que sa fiancée, sophistiquée et magnifique, s'était enfuie en ne pensant qu'à elle-même, fut une révélation. Une révélation brutale, indéniable et honteuse sur le véritable caractère de chacune des deux femmes. Si cette histoire a déjà touché votre cœur, laissez un like pour soutenir notre travail et abonnez-vous à la chaîne, pour nous aider à atteindre notre rêve de 1000 abonnés. Il ne manque que peu, et votre aide est fondamentale. Que Dieu vous bénisse. Les secondes où Sofia resta sous l'attaque furieuse de l'essaim parurent une éternité, un cauchemar éveillé. Alessandro, ayant surmonté le premier moment de choc paralysant, arracha sa coûteuse veste en lin et courut vers elle, l'utilisant comme un éventail improvisé pour chasser les guêpes les plus agressives, hurlant avec une rage qu'il ne se connaissait pas, jusqu'à ce que le gros de l'essaim, après avoir déchargé sa fureur territoriale, se disperse et retourne vers son nid dans le mur. Ce n'est qu'alors que Sofia bougea, lentement, presque avec difficulté, comme si chaque muscle de son corps était en feu. Elle se releva de la poussette, son visage un masque de douleur contenu, pâle sous son bronzage. Sa première action instinctive ne fut pas de vérifier ses blessures, mais de se pencher sur l'enfant. Léo, miraculeusement, dormait encore, protégé, par son corps et le cocon de la poussette. Il n'avait pas été piqué, mais le dos et les bras de Sofia étaient déjà un tapis de papules rouges et enflées, et sa respiration était haletante, non seulement à cause de la douleur lancinante, mais aussi de la réaction allergique qui commençait déjà à se manifester. Alessandro la soutint, la sentant trembler dans ses bras, et pour la première fois, il vit au-delà de l'uniforme, il vit la femme, son incroyable force, son sacrifice sans borne. À ce moment, Isabella réapparut sur le seuil de la porte-fenêtre, une fois le danger clairement passé, comme un soldat sortant de la tranchée après le bombardement. « Oh mon Dieu, tu vas bien ?» demanda-t-elle. Mais sa question s'adressait à Alessandro, ignorant complètement Sofia qui était sur le point de s'évanouir. « Quelle chose horrible! J'ai une véritable phobie des insectes, j'ai paniqué, je ne savais pas quoi faire. » Sa justification était pathétique, une tentative maladroite de masquer sa lâcheté glaçante par une faiblesse de salon, un caprice de citadine. Mais Alessandro ne la regarda même pas. Ses yeux étaient fixés sur les piqûres qui faisaient rapidement enfler la peau de Sofia et sur le visage serein de son fils, sauvé par miracle. Le contraste entre le sacrifice silencieux de l'une et l'égoïsme bruyant de l'autre était dévastateur, une vérité qui n'avait pas besoin de mots pour être comprise. Sans rien dire, il prit Sofia dans ses bras, la soulevant comme si elle ne pesait rien, et la transporta à l'intérieur de la masseria, laissant Isabella seule dans le patio avec sa peur, ses mensonges et le sentiment grandissant et glacial d'avoir commis une erreur fatale. À l'intérieur, la situation se révéla immédiatement grave, bien plus qu'Alessandro ne l'avait craint. Sofia commença à respirer avec une difficulté croissante, un sifflement inquiétant provenant de ses poumons, son visage devenant pâle et en sueur. La réaction allergique aux dizaines de piqûres était violente, systémique. Alessandro, qui pour la première fois depuis des années se sentait lucide, présent et terriblement responsable, agit avec une rapidité et une décision qui le surprirent lui-même. Il appela son médecin privé à Rome par téléphone satellite, le seul qui fonctionnait dans cette zone isolée, se faisant donner des instructions précises par satellite, et envoya simultanément son hélicoptère basé à Brindisi pour récupérer une équipe médicale d'urgence. Pendant ce temps, suivant les indications du médecin, il chercha désespérément dans la trousse de premiers secours de la villa une fiole d'adrénaline et un antihistaminique injectable, les administrant maladroitement mais efficacement à Sofia, qui perdait connaissance sur le canapé du salon. À cet instant, les rôles s'inversèrent de manière presque poétique. C'était lui qui prenait soin d'elle, avec un désespoir et une tendresse qu'il ne se connaissait pas, luttant pour la vie de la femme qui avait sauvé son fils. Tandis que Sofia luttait contre le choc anaphylactique, son esprit commença à vagabonder, embrumé par la douleur, le venin et les médicaments qui commençaient à faire effet. Et dans cet état de semi-conscience, elle se mit à murmurer des phrases décousues, des mots qui provenaient d'un lieu profond et secret de sa mémoire, des fragments d'un passé qu'elle n'avait jamais révélé à personne dans cette maison. Elle parlait à voix basse de contes qui ne sont pas justes, de huile volée, de une escroquerie à la coopérative du village. Et entre les plaintes de douleur,
Elle prononça un nom, encore et encore, comme une obsession. Angelica, Angelica. Ce n'était pas un délire insensé. C'était le secret qu'elle avait gardé pendant des années, qui refaisait surface à cause du traumatisme physique et psychologique. Alessandro, assis à côté d'elle, lui tenant la main froide, entendit ces mots. Au début, il ne comprit pas. Il pensa que ce n'étaient que des divagations dues à la fièvre et à la douleur. Mais le nom Angelica et le mot coopérative lui semblèrent étrangement familiers, comme l'écho d'une vieille histoire entendue des années plus tôt, une histoire d'avidité et de trahison qui avait secoué la région. Le secret de Sofia était profondément enraciné dans cette terre rouge des Pouilles. Des années plus tôt, bien avant qu'Alessandro n'achète la Masseria, il y avait eu un grand scandale financier dans la ville voisine. Une jeune et charmante comptable, nommée Angelica, venue du nord de l'Italie, avait séduit le vieux et naïf président d'une grande coopérative agricole locale. Par une série de manœuvres financières frauduleuses, complexes et quasi invisibles, elle avait détourné une somme énorme, des centaines de milliers d'euros, ruinant des dizaines de petits agriculteurs qui y avaient investi les économies d'une vie. Puis, un jour, elle avait disparu sans laisser de traces, changeant de nom, d'identité, ne laissant derrière elle que la ruine et le ressentiment. Sofia, dont la famille avait été l'une des victimes les plus touchées par cette escroquerie, n'avait jamais oublié son visage, gravé au fer rouge dans sa mémoire. Et quand, des années plus tard, elle avait vu Isabella Moretti pour la première fois, descendant d'une voiture de luxe dans la cour de la Masseria, elle l'avait reconnue instantanément. C'était elle, c'était Angelica. Mais elle n'avait pas de preuves, seulement sa parole, sa mémoire. Et comment une simple gouvernante pouvait-elle accuser la fiancée d'un milliardaire d'un crime aussi grave? L'arrivée assourdissante de l'hélicoptère médical sur la grande pelouse devant la Masseria interrompit les délires de Sofia. Les médecins la stabilisèrent rapidement et insistèrent pour l'emmener dans un hôpital de Bari pour la garder en observation pendant au moins 24 heures, étant donné la gravité de la réaction allergique. Alessandro partageait entre le désir de rester avec elle et le devoir de s'occuper d'eux. Son fils consentit, mais avant leur départ, il s'assura qu'elle aurait la meilleure chambre privée et que son médecin personnel la suivrait. Puis, restée seule dans la Masseria, soudainement silencieuse, avec son fils qui dormait enfin paisiblement et une nounou temporaire appelée d'urgence d'un village voisin, les paroles décousues de Sofia commencèrent à le tourmenter, à tourner en boucle dans sa tête comme un disque rayé. Angelica, coopérative, huile volée. Il fit ce qu'il savait, faire de mieux, enquêter. Il utilisa son pouvoir et ses contacts pour accéder à de vieux articles de journaux archivés, à des registres publics, à des jugements de tribunal. Et l'histoire émergea, pièce par pièce, confirmant l'incroyable et terrifiante vérité. Isabella Moretti n'existait pas dans les registres d'état civil avant 5 ans, mais il y avait une Angelica dont la date de naissance correspondait et dont la photo, granuleuse et en noir et blanc, dans un vieux journal local, était indéniablement celle d'une Isabella plus jeune et moins sophistiquée. La découverte lui coupa le souffle, comme s'il avait reçu un coup de poing à l'estomac. Il n'était pas seulement fiancé à une femme égoïste, gâtée et lâche, il était fiancé à une criminelle, une escroc professionnelle, une femme qui avait bâti toute son identité sur un mensonge, sur les ruines de la vie d'autres personnes. Sa répulsion pour le monde sale de la campagne n'était pas du simple snobisme de citadine. C'était la peur constante d'être reconnue, la peur que son passé enfoui puisse remonter à la surface et détruire son château de mensonges. Son humiliation continue de Sofia n'avait pas été seulement un acte de classisme, mais une tentative désespérée d'intimider et de faire taire la seule personne dans cette maison qui représentait une menace concrète pour son secret. Alessandro se sentit comme un idiot, un aveugle qui avait accueilli un serpent venimeux dans sa maison, ignorant les avertissements, silencieux de celle qui connaissait la terre et ses poisons. Le lendemain, Isabella revint à la Masseria de l'hôtel de luxe où elle s'était réfugiée du choc, s'attendant à trouver un Alessandro repentant, inquiet pour elle et peut-être même un peu agacé par la scène de la domestique. Au lieu de cela, elle trouva un homme de glace. Il l'attendait dans le patio, à l'endroit même où elle avait abandonné son fils au danger. Il ne lui laissa même pas le temps de commencer son jeu, ses plaintes. « Les guêpes t'ont fait peur, n'est-ce pas, Isabella ?» lui demanda-t-il, sa voix dangereusement calme, presque un murmure. « Ou peut-être devrais-je commencer à t'appeler Angelica ?»
Le nom, prononcé à voix haute après tant d'années d'oubli, eut l'effet d'une gifle en plein visage. Isabella pâlit visiblement, son sourire se figeant sur ses lèvres, se transformant en une grimace de terreur. « Je ne sais pas de quoi tu parles », balbutia-t-elle, mais ses yeux la trahirent. S'écarquillant, cherchant désespérément une issue qui n'existait pas, son masque de perfection si soigneusement construit s'était enfin fissuré, révélant le visage effrayé d'une fugitive acculée. Alessandro savoura ce moment de terreur, goûtant sa petite et cruelle vengeance. « Oh, je crois que si », continua-t-il avec une lenteur calculée. « Ça me rappelle une vieille histoire que Sofia, dans son délire, m'a racontée. Une vieille histoire de cette terre. Elle parle d'une jeune femme très ambitieuse et sans scrupules qui, il y a des années, s'est sali les mains avec une escroquerie dans une coopérative agricole, volant les économies de pauvres paysans qui lui faisaient confiance, avant de changer de nom et de disparaître pour recommencer une vie propre et pleine de luxe. » Il marqua une pause, s'approchant d'elle, son regard la clouant sur place. « Tu ne détestes pas la campagne, Isabella. Tu en as peur, parce que la campagne, la terre, a une longue mémoire, et elle se souvient parfaitement de toi. » Son piège s'était refermé, et maintenant, pour Isabella, il n'y avait plus d'issue. Le nom Angelica, prononcé à voix haute dans ce patio ensoleillé qui avait été témoin de tant de lâcheté et de tant de courage, fut comme une clé qui ouvrit une porte longtemps scellée dans l'esprit d'Isabella, libérant tous les fantômes de son passé criminel. Son visage, un chef-d'œuvre de contrôle et de dissimulation qui avait trompé des hommes puissants et des conseils d'administration entiers, s'effrita en un instant. La panique pure et primale, la peur de l'animal traqué, prit le dessus sur son masque sophistiqué. « Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est cette paysanne ignorante qui t'a mis ces histoires absurdes en tête pour se venger. Elle est folle. Je t'ai toujours dit qu'elle était instable et jalouse, » cria-t-elle, sa voix devenant stridente, méconnaissable, perdant toute trace de son élégance étudiée. Mais son déni était faible, pathétique. La réaction d'un animal piégé qui se débat furieusement sans espoir. Alessandro la regardait sans aucune émotion apparente, si ce n'est un mépris froid, profond et quasi chirurgical. Il avait passé la nuit entière à vérifier chaque détail, à parler avec son équipe d'avocats, à faire jouer ses contacts. Il avait les preuves, il avait les témoins prêts à parler. Sa longue et chanceuse partie était définitivement terminée. « C'est curieux, ton mépris pour elle, pour la paysanne, » continua Alessandro, ignorant complètement ses cris hystériques, sa voix calme étant une torture psychologique pire que n'importe quel hurlement. « Tu as passé des semaines à l'humilier, à la traiter comme si elle était sale, inférieure. Mais elle, la paysanne, quand le danger s'est présenté sous la forme d'un essaim de guêpes, a utilisé son corps pour protéger mon fils sans une seconde d'hésitation. Toi, la femme sophistiquée de la ville, tu t'es enfuie pour protéger ta peau parfaite, abandonnant un enfant sans défense. » Il marqua une pause, la laissant mijoter dans sa propre panique. « Dis-moi, Isabella, ou devrais-je dire Angelica, laquelle des deux est vraiment sale ?» Ses paroles étaient des lames acérées qui la frappaient à ses points les plus faibles, ceux qu'elle cachait le plus soigneusement. Sa vanité, sa lâcheté, sa fausseté fondamentale et irrémédiable. Elle le regarda, les yeux pleins d'une haine impuissante, comprenant qu'il n'y avait plus rien à faire, aucun mensonge, aucune séduction qui pourrait la sauver de ce jugement final. À ce moment, par le portail principal de la Masseria, qui avait été laissé ouvert, entrèrent 2 voitures sombres aux vitres teintées. Ce n'étaient pas des invités. C'étaient les avocats d'Alessandro et avec eux, 2 agents de la garde des finances en civil. Des hommes à l'air sérieux et implacables. Alessandro avait tout orchestré avec une précision glaciale, comme l'une de ses opérations financières. Il ne voulait pas seulement la chasser, il voulait la justice. Une justice complète et totale. Justice pour Sofia, pour sa famille qui avait souffert, et pour toutes les autres familles d'agriculteurs que cette femme avait ruinées des années plus tôt avec son avidité. Il voulait que son passé, qu'elle avait tenté d'ensevelir sous une montagne de luxe et de mensonges, revienne la hanter, réclamer sa dette envers la société. « Ces personnes ont des questions à te poser, » dit Alessandro, d'un geste sec de la tête vers les agents qui s'approchèrent d'un pas professionnel. Elles concernent une vieille histoire d'une coopérative agricole dans la province de Foggia et pas mal d'argent qui a disparu sans laisser de traces. Je crois que tu as beaucoup à raconter.
Et cette fois, il faudra que tu sois convaincante. » Isabella, en voyant les agents s'approcher, en voyant leurs visages impassibles, s'effondra définitivement. Son masque d'arrogance fondit en pleurs désespérés, non pas de remords, mais de pure et simple peur de la prison, de la perte de tout ce qu'elle avait obtenu par la tromperie. Elle fut escortée, une figure pathétique dans une robe de soie froissée. Sa longue et chanceuse fuite était enfin arrivée à son terme, précisément sur cette terre qu'elle méprisait et craignait tant. Après qu'Isabella fut emmenée et que le portail de la masseria se fut refermé derrière elle, un silence irréel, presque sacré, tomba sur la propriété. Alessandro resta seul dans le patio, se sentant soudainement vidé. Sa vengeance avait été totale, chirurgicale, mais elle ne lui donnait aucune satisfaction, aucune joie. Il ne sentait que le poids écrasant de son propre aveuglement, de son incroyable stupidité. Il avait laissé ce monstre entrer dans sa maison, dormir dans son lit, s'approcher de son fils, humilier la seule personne qui avait vraiment à cœur leurs intérêts. Il fut submergé par une vague de honte si profonde qu'elle lui coupa le souffle. Et il comprit qu'il n'y avait qu'une seule chose qu'il pouvait faire. Un seul endroit où il devait être à ce moment pour commencer à se pardonner. Il prit la voiture et conduisit jusqu'au petit hôpital local où Sofia était encore hospitalisée, avec une hâte qui n'avait rien à voir avec les affaires. Il entra dans sa chambre privée, la trouvant assise sur le lit, le dos et les bras encore couverts des pansements pour les dizaines de piqûres. Elle le regarda, surprise de le voir là, son visage se contractant en une expression d'inquiétude. Il s'approcha lentement et sans un mot lui prit la main, celle qui n'était pas bandée, avec une délicatesse qu'il ne se connaissait pas. Et puis, l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien, l'homme qui ne s'était jamais plié devant aucun rival en affaires, s'agenouilla. Il s'agenouilla à côté de son lit, un geste de soumission et de reddition totale. Et la tête baissée, dans un acte de pure pénitence, il lui dit les mots qui l'avaient tourmenté toute la nuit, des mots qui venaient du plus profond de son âme blessée. « Sofia, pardonne-moi, » dit-il, sa voix brisée par l'émotion, presque un murmure. « Tu m'avais prévenu de toutes les manières et je ne t'ai pas écouté. Je t'ai humilié. J'ai permis qu'elle t'humilie devant moi. Et puis, tu as risqué ta vie pour mon fils pendant que je restais là, paralysé par ma propre et pathétique inutilité. Il n'y a aucune excuse pour mon aveuglement, pour mon arrogance. Je te demande seulement pardon si tu le peux. » Sofia, en voyant cet homme puissant et orgueilleux, si vulnérable, si brisé par le remords et la douleur, sentit son cœur se remplir d'une compassion infinie qui balaya tout reste de colère ou de ressentiment. Les larmes coulèrent sur son visage, mais ce n'étaient plus des larmes de douleur ou d'humiliation. C'étaient des larmes de compréhension, d'empathie. Elle tendit sa main libre et lui caressa les cheveux. « Il n'y a rien à pardonner, Alessandro, » murmura-t-elle, utilisant son prénom pour la première fois. « Vous avez fait ce qu'il fallait à la fin. Vous m'avez protégé, vous avez protégé votre fils. Et Léo va bien. C'est la seule chose qui compte vraiment. » À cet instant, dans cette chambre d'hôpital stérile, les barrières sociales, économiques et culturelles entre eux s'effondrèrent pour toujours. Ils n'étaient plus le patron et la gouvernante. Ils n'étaient que deux personnes, unies par une crise qui les avait presque détruits, mais qui les liait maintenant d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Aimez-vous cette histoire? Votre like nous aide beaucoup à continuer. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la fin. Maintenant, nous continuons la vidéo. L'arrestation d'Isabella, ou plutôt d'Angelica, fut un scandale qui secoua les fondations de la tranquille communauté des Pouilles et fit écho jusqu'au salon financier de Milan. Le procès fut rapide, presque une formalité. Avec le témoignage détaillé d'Alessandro et les preuves accablantes que ses avocats avaient rassemblées en quelques heures, elle fut condamnée non seulement pour l'ancienne escroquerie au détriment de la coopérative, mais aussi pour une série de délits mineurs liés à sa fausse identité. Son masque de perfection avait été arraché pour toujours, ne laissant que le portrait pathétique et quasi grotesque d'une femme dévorée par sa propre avidité et sa peur. Pour Alessandro, ce jugement fut la clôture formelle d'un chapitre sombre et honteux de sa vie. Mais ce fut, surtout, le début d'un chapitre entièrement nouveau, un qu'il n'aurait jamais imaginé écrire, un avenir qu'il ne croyait plus possible. Sofia sortit de l'hôpital après quelques jours, les cicatrices des piqûres guérissant lentement, marque indélébile de son courage. Alessandro insista pour prendre soin d'elle personnellement, une inversion des rôles qui les surprit et les embarrassa tous les deux au début.
Il l'installa dans l'une des suites les plus belles et les plus aérées de la masseria, s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. De la nourriture préparée par un chef personnel aux meilleurs livres et films. Ces jours furent une période de transition étrange et délicate, un no man's land entre le passé et l'avenir. Il n'était plus son patron, elle n'était plus sa domestique. Ils étaient deux personnes qui apprenaient à se connaître à nouveau, sur un pied d'égalité absolue, unis par une expérience qui les avait changés pour toujours. Il lui lisait des livres à voix haute, lui apportait ses repas et il parlait. Il parlait pendant des heures. Et dans ces longues conversations, il découvrit la profondeur, l'intelligence, l'humour et la force tranquille de la femme qu'il avait eue à ses côtés pendant des années, sans jamais la voir vraiment. Quand Sofia fut complètement rétablie, la question de son avenir devint inévitable, un éléphant dans la pièce. « Je crois qu'il est temps que je parte, Alessandro », lui dit-elle un jour, avec une tristesse qu'elle ne parvenait pas à cacher en regardant le coucher de soleil sur les oliviers. « Mon travail ici est terminé, et je ne peux plus être votre gouvernante. » Alessandro la regarda comme si elle avait dit la chose la plus absurde du monde. « Partir ? Sofia, tu ne partiras jamais d'ici, à moins que tu ne le veuilles de toutes tes forces, » lui dit-il, sa voix chargée d'une émotion profonde et sincère. « Ce n'est pas seulement ma maison, c'est la maison de mon fils, et tu as risqué ta vie pour la protéger, pour le protéger. Cela fait de toi plus la maîtresse des lieux que moi. Reste, je t'en prie, reste avec nous, non pas comme employée, mais comme partie de cette famille. » Et Sofia resta, mais pas comme gouvernante. Elle resta comme une amie, comme une confidente, comme le cœur battant et sage de cette maison qui revenait lentement à la vie. Ensemble, ils prirent soin de Léo, et dans ce processus, ils prirent soin l'un de l'autre, guérissant leurs blessures respectives. Alessandro apprit d'elle la patience, la valeur des petites choses, la joie d'une promenade parmi les oliviers sans penser au travail. Sofia apprit de lui à faire à nouveau confiance, à se laisser aller, à croire qu'elle méritait le bonheur et la sérénité. Leur amour grandit de manière organique, forte et enracinée, comme les arbres séculaires qui entouraient la masseria. Un sentiment né non pas de la passion, mais d'un respect et d'une admiration profonds. Ils se marièrent 1 an plus tard, lors d'une cérémonie simple et authentique dans le patio de la masseria, le lieu même de la crise, maintenant transformé en un symbole de renaissance. Ils invitèrent toutes les familles d'agriculteurs qui avaient été escroquées par Isabella des années auparavant. Et pendant la cérémonie, Alessandro fit une annonce surprise qui émut tout le monde. Il avait utilisé une part considérable de son patrimoine, bien plus que ce qu'Isabella avait volé, pour créer une nouvelle fondation. Une fondation dédiée à soutenir les petits agriculteurs et les coopératives locales des Pouilles, dédommageant symboliquement, et avec les intérêts, tout le mal que son ex-fiancé avait causé. Ce fut un acte de justice réparatrice, une façon de transformer le poison en remède, d'honorer la terre et les gens que Sofia aimait. 2 ans plus tard, la masseria est un lieu heureux et prospère, un centre vibrant pour la communauté locale. Alessandro et Sofia, maintenant mariés et attendant leur premier enfant ensemble, gèrent la propriété, non plus comme un refuge de luxe pour un homme seul, mais comme une ferme durable et un agritourisme qui célèbre les traditions et les produits locaux. Ils ont transformé un lieu de fausseté et d'apparence en un symbole d'authenticité et de retour aux racines. Leur histoire est devenue une légende locale, un récit de courage et de justice. Léo, maintenant un enfant en bonne santé et vif de 2 ans et demi, court joyeusement dans le patio, jouant avec son vieil ours en peluche, qui est maintenant propre et raccommodé avec amour par Sofia. Il n'a pas peur des guêpes. Sofia lui a appris à respecter la nature, à la comprendre, pas à la craindre. C'est un enfant élevé dans l'amour, protégé non seulement par l'argent de son père, mais par la sagesse de sa mère. La scène finale les montre tous les 3 ensemble, au coucher du soleil, assis sous l'olivier séculaire, mangeant du pain et de l'huile produits par eux-mêmes. Alessandro regarde Sofia, et dans ses yeux, il y a un amour et un respect infini, la gratitude d'un homme qui a été sauvé de lui-même. Il a enfin compris que la vraie beauté et la vraie sophistication ne se trouvent pas dans les vêtements de marque ou les paroles charmantes, mais dans le courage silencieux, le sacrifice et la force d'un cœur qui est enraciné dans la terre et dans la vérité. Il avait cherché l'authenticité dans un lieu,
et il l'avait finalement trouvé dans une personne. Et maintenant, une question pour vous. Pensez-vous qu'Alessandro aurait réussi à découvrir la vérité sur le passé d'Isabella si Sofia n'avait pas été piquée par les guêpes, ou était-il destiné à rester aveugle pour toujours? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Laissez un like si vous croyez que le vrai caractère d'une personne se révèle dans les moments de crise. Abonnez-vous pour d'autres histoires où la force silencieuse triomphe toujours. Commentez la force du cœur si vous aussi vous avez été touché par cette fin.